Je vais essayer d'aller un peu rapidement. Donc, je viens de l'Institut Clinatech. Donc, c'est un nouvel institut qui vient d'ouvrir à Grenoble, qui dépend du CEA Leti. Donc, c'est un institut qui rassemble à la fois des cliniciens, des chercheurs et des chercheurs de l'Institut du Leti. Donc, pour pouvoir avoir une synergie et pour pouvoir accélérer la recherche translationnelle. Donc, c'est à la fois Leti et CHU Grenoble. Donc le thème de ma présentation, ça va être From DBS. Donc DBS, c'est Deep Brain Stimulation. C'est la stimulation cérébrale profonde. Et comment passer de la DBS à la recherche de biomarqueurs, en particulier dans le cerveau, et comment réussir à accéder à des territoires jusque-là inaccessibles d'une manière complètement non lésionnelle. Donc tout d'abord, l'intérêt des biomarqueurs. Donc comme vous l'aviez présenté en début de table ronde. Donc tout d'abord, avoir un biomarqueur qui va permettre un diagnostic précoce. Ça va permettre d'augmenter le taux de survie des patients. Donc là, comme vous pouvez le voir ici, donc plus le cancer va être détecté à un stade précoce, plus le taux de survie va être augmenté pour le patient. Et d'un autre côté, par rapport au prix et au coût des thérapies, plus le cancer sera détecté également précocement, mieux la thérapie sera gérée et plus le coût sera diminué. Donc on peut avoir donc des biomarqueurs de diagnostic, mais aussi des biomarqueurs de pronostic qui vont permettre de prédire l'avenir de la maladie et aussi pouvoir stratifier les différents patients et arriver à une médecine bien plus personnalisée. Donc actuellement, les biomarqueurs tissulaires sont utilisés en histopathologie et en imagerie. Donc il faut savoir qu'en histopathologie, les technologies d'anapath actuelles ne sont pas complètement objectives, il y a beaucoup de subjectivité et on arrive à des discordances de l'ordre de 30 à 40% sur une même slide d'anapath, en particulier pour les tumeurs cérébrales. Donc il est extrêmement important de découvrir de nouveaux biomarqueurs qui vont permettre de complémenter l'anatomopathologie actuelle. Donc peut-être aussi, sachant qu'on travaille sur le tissu pathologique, permet de découvrir de nouvelles cibles thérapeutiques. Donc pourquoi la Deep Brain Stimulation, la stimulation cérébrale profonde? C'est une situation paradigmatique, on va avoir un accès au cerveau tout en étant complètement non lésionnel. Donc ce sont les travaux du professeur Ben Abid au CHU de Grenoble. Donc ce que vous pouvez voir, c'est que en fait, la technologie, ça va être de stimuler les noyaux cérébraux profonds pour permettre de réparer et de contourner les effets de la dégénérescence cérébrale. Donc par exemple, ici, vous avez un patient qui est atteint d'une dystonie. Donc ici, vous voyez que c'est extrêmement comment dire, sévère pour le patient. Donc après stimulation, donc simplement implantation d'électrodes dans le noyau GPI et stimulation, le même patient, après traitement, on voit qu'il récupère complètement son autonomie. Et on dit qu'elle est complètement non lésionnelle, car si on arrête cette stimulation, le patient retrouve son état normal, son état pathologique. Pardon. Donc actuellement, la stimulation cérébrale profonde a été ouverte à d'autres pathologies, en particulier les TOC, donc la dystonie, le Parkinson, l'Alzheimer récemment, et ça a ouvert justement un accès à plusieurs différents noyaux du cerveau, donc particulièrement le nucleus accumbens, le noyau subthalamique, le globus pallidus, et donc on va avoir comme ça accès à plusieurs zones cérébrales profondes qui jusque-là n'étaient pas accessibles pour de la chirurgie lésionnelle. Donc ce qu'on a essayé de montrer, ce qu'on a essayé de voir, c'est en fait utiliser cette ouverture, cette opportunité d'accéder à des noyaux cérébraux profonds pour voir si on arrive à récupérer de l'information moléculaire ou tissulaire retirée de ces noyaux au cours de la chirurgie de stimulation. Donc il faut savoir qu'au moment de la chirurgie, en fait, on va utiliser des stylets qui vont permettre de tracer la trajectoire de l'électrode. Donc au cours de la descente, on va insérer un tube guide qui va accéder jusqu'à la zone le noyau d'intérêt. Un stylet va être introduit à son extrémité. Il va être en contact avec le noyau
le noyau d'intérêt, puis retirer avant de tracer la route pour l'électrode finale. Donc ce qu'on a montré, c'est qu'au niveau de la zone de contact entre le stylet et le noyau, ici c'est un noyau subthalamique, donc un patient traité pour le Parkinson, donc juste au niveau du bout du stylet, la zone qui a été en contact direct avec le noyau subthalamique, on arrive à retirer des traces de tissu qui vont être prélevées sur, ici, la pointe du stylet qui, habituellement, est simplement utilisée pour tracer la trajectoire de l'électrode et qui, d'habitude, est jetée sans analyse. Donc là, on a regardé ce qu'il y avait ici donc en SEM, c'est microscopie électronique. On a regardé ce qu'on avait, donc on retrouve du tissu cérébral. On a fait du biphoton également pour montrer qu'on avait un tissu qui était retiré, que c'est un tissu qui reste viable. Donc c'est un tissu qui peut être par la suite étudié en caractérisation moléculaire diverses. Donc c'est ce qu'on a fait en protéomique, mais aussi en transcriptomique. Et on a pu montrer qu'on avait une caractérisation des tissus qui ont été prélevés au niveau du noyau subthalamique profond d'un patient en cours de la chirurgie. Donc on arrive à montrer qu'on a des profils de transcriptomique parfaitement exploitables, et aussi au niveau protéomique, on arrive à identifier jusqu'à 1200 protéines, ce qui est complètement compatible avec les techniques de protéomique actuelles, et complètement relevant par rapport à ce qui est fait actuellement sur du tissu post-mortem. Donc là, ce que je vous disais, c'est qu'on avait un patient atteint de Parkinson, donc on était dans le STN, et on arrive à montrer qu'on a pu identifier des molécules qui sont impliquées dans des pathways moléculaires qui sont tous impliqués, ou en tout cas proches des connaissances que l'on a de cette pathologie, en particulier le dysfonctionnement mitochondrial, les récepteurs dopaminergiques et le Parkinson Signaling Pathway, que j'ai détaillé un peu ici. En bleu, toutes les molécules qui ont été identifiées en protéomique, et en rouge en transcriptomique. Et on voit qu'on arrive à identifier et à ressortir des acteurs clés de cette pathologie. Donc ce qu'on a essayé de développer à partir de là, parce que là il faut savoir que c'était des outils qui sont utilisés en routine actuellement. Donc en routine, simplement un stylet métallique qui est utilisé en routine. Donc l'idée étant de développer et d'augmenter la capacité de capture de ces outils. Donc l'idée a été de rajouter un implant silicium au bout de ces outils chirurgicaux classiques. Donc pourquoi le silicium? Tout d'abord parce qu'on peut le fonctionnaliser facilement en rajoutant des fonctions chimiques, donc anioniques, par exemple ici anionique, hydrophile, cationique, qui vont permettre d'augmenter la fenêtre de capture des biomolécules, mais on peut aussi le microstructurer, ce qui va augmenter la surface de contact entre l'implant et le tissu. Donc on peut le microstructurer, mais on peut aussi le nanostructurer en rajoutant des nanopores qui vont permettre d'avoir un piégeage particulier. Donc l'idée étant d'ouvrir cette approche non pas seulement aux maladies neurodégénératives, mais aussi aux maladies, à la neuro-oncologie, parce qu'actuellement, toutes les études moléculaires sur les tissus en neuro-oncologie sont faites sur les résections tumorales, donc concrètement sur le morceau de tumeur qui est enlevé, qui est retiré. Et en général, la récidive se produit non pas à partir du morceau qui a été retiré, mais plutôt dans les contours et au niveau du tissu péritumoral, qui est particulièrement intéressant à analyser. Par contre, faire des biopsies dans le péritumoral qui est considéré comme normal, c'est absolument impossible. Donc l'idée étant d'avoir un outil comme ça qui va permettre de réaliser une empreinte moléculaire non lésionnelle, sans arrachage de tissu, et qui va nous permettre d'avoir un accès à l'information moléculaire dans les zones qui vont permettre de faire un diagnostic au niveau de la zone normale, péritumorale et intratumorale d'un même patient. Donc pour pouvoir garder cette spatialisation du prélèvement, l'idée étant d'avoir un tube guide qui va être fenestré et qui va permettre de protéger la zone de capture au moment de la descente. Une fois dans la zone d'intérêt, simplement mettre en contact la zone de contact ici, la zone active ici en silicium, ou autre polymère. Actuellement on travaille sur le silicium. Donc mettre la surface de contact avec le tissu, réaliser le prélèvement, tourner à nouveau et ressortir le guide. Donc ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est on a
étudié la toxicologie et la biocompatibilité de cette approche, donc sur des modèles précliniques. Les modèles précliniques qu'on utilise, c'est les mini-pigs et les primates. Forcément, pour les micro-implants utilisables chez l'homme, on ne peut pas travailler sur la souris ou sur les rats pour des tailles tout simplement de contraintes physiques. Je veux dire, un cerveau de souris ne sera jamais de la taille d'un homme, donc ce serait difficile de pouvoir transposer par la suite. Donc, ce qu'on a réalisé ici sur un primate, c'est des implantations en aigu ou en chronique, et on a étudié le comportement pré-op et post-opératoire, et on voit qu'on n'a absolument aucune modification du comportement de l'animal. Au niveau histologique, on a montré qu'il y avait une légère gliose astrocytaire autour du tissu cicatriciel, mais aucune autre dégénérescence du tissu. Ce genre de tissu cicatriciel est exactement le même qu'on obtient quand on fait de la stimulation électrique profonde, donc on rentre une électrode dans un cerveau. Donc aucune modification du comportement et aucune modification du tissu prélevé. Donc sur ces outils, ce qu'on a pu montrer en imagerie, c'est qu'on avait un prélèvement d'une microcouche cellulaire, donc simplement une couche cellulaire au niveau de l'implant, avec en plus un prélèvement de la matrice extracellulaire. Donc on arrive à retirer de l'information quelques cellules dans leur environnement extracellulaire. Donc ce qui permet d'ouvrir à des analyses en contexte et des analyses de tissus jusque-là inaccessibles. Donc ça permet, par exemple, pour les perspectives que l'on a par rapport à cet outil, c'est un test, donc un essai humain dans l'année 2012, donc sur des patients atteints de gliome, et des perspectives d'ouverture de cet outil à d'autres organes tels que le sarcome, la prostate, et plus tard, l'idéal étant d'aller dans les maladies neurodégénératives telles que le Parkinson. Donc on a développé aussi un outil pour les études sur le primate, les modèles de Parkinson chez le primate, en particulier le MPTP, les modèles MPTP, qui vont permettre une analyse longitudinale des tissus lésés. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, si on veut étudier le tissu d'un primate MPTP, il faut avoir une grande cohorte d'animaux et les sacrifier à des temps voulus pour avoir une étude longitudinale. Ça pose un problème par rapport à la variation interanimale, forcément, et aussi d'un point de vue éthique, parce qu'il faut sacrifier énormément d'animaux pour une simple étude. Ici, ça nous permet de répondre à ces deux objections, qui sont le fait de pouvoir utiliser un même animal, sachant que c'est non lésionnel, pour aller faire plusieurs prélèvements au niveau des tissus d'intérêt. On est également en train de développer de nouveaux outils pour des approches endoscopiques, en particulier pour l'endoscopie cérébrale, mais aussi en digestif et dans le vasculaire. Donc simplement en rajoutant cet implant de silicium sur les outils utilisés en clinique pour l'endoscopie. Et aussi des approches multimodales qui vont coupler le prélèvement in vivo avec des analyses d'optique qui vont permettre d'imager en même temps que de prélever les informations in vivo. Si j'ai un peu de temps, l'autre approche qu'on développe, c'est plus une étude au niveau tissulaire avec des technologies non lésionnelles, mais là c'est une approche complètement non invasive en travaillant sur les tissus, sur les liquides biologiques tels que le sang, l'urine, le LCR, pardon. Sachant que la limitation majeure de ce genre de liquide biologique, ça va être l'extrêmement grand dynamic range des protéines dans ces liquides. Par exemple, une vingtaine de protéines vont constituer plus de 95% de la totalité des protéines dans ces liquides. Donc si on veut pouvoir détecter et aller pêcher le marqueur d'intérêt, il va falloir réussir à éliminer toutes ces protéines majoritaires qui n'apportent aucune information pour pouvoir aller pêcher le marqueur d'intérêt. Donc actuellement, la technologie la plus développée, la plus aboutie, qui a donné des résultats les plus intéressants, c'est une technologie qui est développée par Biorad. C'est une approche d'équalisation sur billes, sur microbilles, qui vont permettre d'équaliser les différentes protéines de ces liquides. Et donc en élution de ces billes, on se retrouve avec un protéome complet, équalisé, qui va permettre de tirer vers le haut les protéines les moins exprimées, de tirer vers le bas les protéines les plus abondantes.
Donc le seul problème, c'est un problème qui est quand même majeur, pour une simple étude qui a permis d'identifier à peu près 1200 protéines, il a fallu utiliser 700 ml de LCR. Donc forcément, 700 ml, c'est pas vraiment de la nanomédecine, c'est pas complètement compatible avec la protéomique clinique. Donc il faut développer de nouvelles approches permettant de développer cela. Donc ce qu'on a fait, c'est de passer de microbilles à nanobilles. Et on voit qu'on peut passer de 700 ml à 100 microlitres de CSF ou de 50 ml à 50 microlitres de sérum en obtenant tout à fait les mêmes résultats qu'on avait avec 700 ml de liquide. Donc là, simplement une illustration qu'on a montrée sur les globules rouges. Et on arrive ici à un globule rouge crude, non traité avec les nanoparticules. Et ici, après enrichissement sur nanoparticules, on voit qu'on tire vraiment les protéines minoritaires. Donc l'idée étant par la suite d'utiliser cette approche ex vivo, mais de la translater in vivo. Donc comment faire? Simplement en isolant les nanoparticules dans un polymère qui va être biocompatible, donc l'alginate par exemple, qui est utilisé pour l'encapsulation de cellules pancréatiques. Donc l'idée étant d'encapsuler nos nanoparticules magnétiques et de les utiliser dans un cathéter qui va être ensuite introduit dans le flux sanguin. Ça va nous permettre d'avoir à la fois l'effet d'enrichissement sur nanoparticules et l'effet aussi d'avoir accès à un volume conséquent, un volume considérable de liquide. Donc, et en évitant la toxicité, sachant que l'alginate est biocompatible et permet aux nanobilles de ne pas être en contact avec le milieu extérieur. L'autre approche à développer également, c'est de pouvoir utiliser des nanoparticules donc magnétiques compatibles, donc qui sont actuellement déjà utilisées en IRM par exemple, et pouvoir les guider par aimantation au niveau du site d'intérêt, par exemple une tumeur cérébrale, et pouvoir par la suite les récupérer une fois qu'elles ont recirculé. Donc la limitation majeure ici, c'est de disposer d'aimants suffisamment puissants pour aller capturer quelque chose qui a été injecté in vivo. Donc c'est un travail qu'on réalise avec l'Institut Néel à Grenoble. Et on a pu montrer qu'ici, sur un modèle de mini-pig, de pig en tout cas, l'injection de nanoparticules en IV ont pu être recapturées par la suite, après une heure après injection, sur le micro-outil, avec une aimantation extrêmement forte sur quelques microns qui a été développé par l'Institut Néel. Donc rapidement, l'apport des nanotechnologies pour l'interface biomarqueur cerveau, ça va permettre de développer de nouvelles stratégies pour aller chercher des molécules qui sont extrêmement faibles en termes de quantité, extrêmement faiblement concentrées. C'est aussi une opportunité unique d'aller chercher et d'aller pêcher des informations dans des territoires jusque-là inaccessibles, comme par exemple le cerveau. Ça peut être utilisé in vivo, mais ex vivo également, et ça va permettre aussi, et c'est extrêmement important, de nouvelles perspectives de biobanking, et en particulier pour le cerveau, où actuellement toutes les études sont faites sur du post-mortem, en particulier dans les maladies neurodégénératives, c'est du post-mortem, donc on a accès à des informations sur les maladies à un stade évolutif extrêmement tardif. Donc pouvoir accéder à de l'information tissulaire et moléculaire au moment de la progression de la maladie, ça va être extrêmement important pour découvrir et pour détecter de nouveaux mécanismes impliqués dans ces pathologies. Et je vous remercie. Merci Ali. Donc,